voudrais remercier tout d'abord l'Académie, bien sûr, et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, ma présentation s'intitule Réflexion neurophilosophique sur les liens entre libre arbitre et liberté d'expression, puisqu'il s'agit du thème qui nous occupe. Donc, neurophilosophique parce que je suis philosophe de formation, comme cela a été dit. Mais neurophilosophique parce que j'ai étudié en particulier les implications éthiques des avancées des neurosciences cognitives. Donc je remercie également Axel Clermans qui m'a fortement facilité la tâche puisqu'il a déjà abordé un certain nombre d'expériences. Donc je vais pouvoir peut-être me concentrer sur d'autres aspects. Et je voudrais tout d'abord revenir sur quelques citations qui ont été... les travaux de Emmanuel Kant et de John Stuart Mill ont été brillamment convoqués ce matin. Je voudrais simplement peut-être rapidement reciter Emmanuel Kant qui disait donc que la liberté de parler ou d'écrire peut nous être retirée par un pouvoir supérieur, mais absolument pas celle de penser. Toutefois, quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres, à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs? On peut donc dire que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de communiquer en public leurs pensées leur retire aussi la liberté de penser. Donc là, on voit que Kant établit un lien constitutif entre la liberté d'exprimer ses opinions et la liberté même de penser. Pour John Stuart Mill également, dans son livre de la liberté, il rappelle que puisque rien chez un juge n'est plus rare que la faculté de rendre un jugement sensé sur une cause où il n'a entendu plaider qu'un seul avocat, la vérité n'a de chance de se faire jour que dans la mesure où chacune de ses facettes, chacune des opinions incarnant une fraction de vérité, trouve des avocats et les moyens de se faire entendre. Donc on a rappelé ce matin, ainsi que hier soir, l'importance des philosophes des Lumières pour ce droit fondamental que constitue la liberté d'expression. Et Mill, notamment, invoquait 4 raisons à cela. Premièrement, qu'une opinion qu'on réduirait au silence pourrait très bien être vraie et que le nier, ce serait affirmer sa propre infaillibilité. Que même si l'opinion réduite au silence est fausse, elle peut contenir, ce qui arrive très souvent, une part de vérité. Troisièmement, si l'opinion reçue est non seulement vraie, mais toute la vérité, on la professera comme une sorte de préjugé sans comprendre ou sentir ses principes rationnels, si elle ne peut être discutée vigoureusement et loyalement. Et pour finir, le sens de la doctrine elle-même sera en danger d'être perdu, affaibli ou privé de son effet vital sur le caractère et la conduite. Le dogme deviendra une simple profession formelle inefficace au bien, mais encombrant le terrain et empêchant la naissance de toute conviction authentique et sincère fondée sur la raison ou l'expérience personnelle. Donc pour Mill, ces 4 raisons justifient que la liberté d'expression soit un droit fondamental, puisque une liberté de pensée et de conviction réelle fondée en raison ne pourrait pas être obtenue sans elle. Alors je vais essayer de questionner autrement en fait ce lien entre liberté d'expression et liberté de pensée, en montrant que peut-être en voyant les implications les découvertes des neurosciences contemporaines, il faudrait aller jusqu'à craindre peut-être l'effondrement ou voire la superfluité de la liberté d'expression par suite de la remise en cause de la liberté même de penser. Donc, la liberté d'expression est un droit fondamental, mais qu'en est-il aujourd'hui de la liberté même de penser quand on regarde les expériences qui ont déjà été évoquées et celles que je vais évoquer maintenant? Donc, je vais me concentrer dans un premier temps sur la liberté de penser et puis j'arriverai progressivement également au libre arbitre que j'ai étudié un peu plus longuement. Donc je voudrais simplement rappeler une expérience de Craven et Ken Wisher qui a été publiée en 2000
où lors d'une tâche où des sujets sont amenés, on leur demande d'imaginer soit un visage, soit un bâtiment ou un lieu. Ces expériences ont montré qu'il était possible de deviner à laquelle de ces deux images les sujets étaient en train de penser, simplement sur la base des données de l'imagerie cérébrale, avec 85% d'exactitude. Donc en identifiant premièrement les zones cérébrales qui correspondaient soit à le fait d'imaginer un visage, soit au fait d'imaginer un lieu, il était possible, après coup, de déduire à quoi les sujets étaient en train de penser. Donc, ces expériences questionnent d'une certaine façon le fait que la liberté d'expression soit même utile à savoir à quoi peut penser quelqu'un à un instant T. D'autres expériences, celle de Kay en 2008, on a recueilli l'activité cérébrale des zones visuelles, donc les zones du cortex primaire visuel des sujets. Et cette activité a été enregistrée pendant que ces sujets visionnaient un grand nombre d'images, ici 1750 images différentes. Et une fois ces données recueillies, et grâce à une modélisation informatique, il a été possible de reconstruire l'image qui était ensuite présentée au sujet, bien que cette image soit entièrement nouvelle par rapport à toutes celles qui leur avaient été présentées. Donc ça donnait à peu près cela. Donc là, vous voyez à gauche l'image qui leur était réellement présentée et à droite l'image qui a été reconstruite sur la base des données de l'imagerie cérébrale. Donc tout cela pour dire que les avancées des neurosciences cognitives, même si elles sont pour le moment rudimentaires, montrent qu'il est possible d'envisager la possibilité de lire entre guillemets dans les pensées. Donc à terme, si ces méthodes sont amenées à se développer davantage, qu'en sera-t-il de la liberté de penser et par extension de la liberté d'expression également? Il y a également un grand développement des interfaces cerveau-machine, donc qui permettent de recueillir l'activité cérébrale de sujets pour interagir avec une machine. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les patients atteints de locked-in syndrome, donc qui ne peuvent plus communiquer. Il serait possible d'aller chercher dans leur activité cérébrale et de parvenir à les faire communiquer par le biais d'un logiciel informatique. Ici, par exemple, le sujet regarde la lettre qu'il veut épeler et par un système, les lettres sont flashées les unes après les autres et quand la lettre qu'il veut épeler est flashée, il y a une certaine onde cérébrale qui s'active et par ce biais, de manière très progressive, le sujet peut épeler une phrase et communiquer ses pensées. Donc ces avancées scientifiques posent un certain nombre d'enjeux éthiques et juridiques, notamment la question de l'utilisation des données de l'imagerie cérébrale à d'autres fins que médicales. Donc par exemple, on peut envisager des applications dans le domaine juridique, également pour les services d'immigration, l'éducation et les employeurs. Et notamment, ces avancées ont posé des problèmes puisque les potentiels évoqués, qui sont obtenus par la technique de l'électroencéphalographie, ont été utilisés pour identifier le sentiment de culpabilité. Donc on compare les réactions à des objets qui sont généralement connus pour être associés à un crime et les réactions à des objets que seul le coupable peut associer à tel crime particulier. Donc ça donne des ondes cérébrales de cette forme qui permettraient d'identifier, donc dans le cas A, une personne innocente et dans le cas B, une personne coupable en fonction du potentiel qui est représenté en bleu ici, qui correspond à l'activité électrique qui est produite par la présentation d'un objet qui était lié à un crime particulier. Cette méthode a été nommée Brain Fingerprinting par son développeur, donc en référence à l'empreinte digitale. Ici, on parlerait d'empreinte cérébrale. Et elle a été notamment utilisée comme preuve lors d'un procès et présentée comme un moyen d'identifier les terroristes. Notamment en Inde, une jeune femme de 24 ans a été accusée
qui a été accusé d'empoisonnement, a été condamné à perpétuité parce que son cerveau traitait le mot cyanure de manière familière. Heureusement, 3 mois plus tard, l'Institut indien des neurosciences et de la santé mentale a déclaré que l'imagerie cérébrale ne devait pas être utilisée dans les affaires judiciaires et la jeune fille a été libérée sous caution 6 mois plus tard. Par ailleurs, des expériences sont menées actuellement pour mesurer plus précisément, grâce à l'IRM fonctionnel, les corrélats neuronaux du mensonge. Et également, d'autres expériences cherchent à distinguer les vrais des faux souvenirs. Donc, un faux souvenir, c'est quand une personne pense à tort se souvenir d'un événement qui n'a pas eu lieu. Et aux États-Unis en particulier, 2 sociétés sont spécialisées dans la détection du mensonge et utilisent pour cela l'IRM fonctionnel. Ces entreprises affirment que leur technique est fiable à 93% et ils espèrent atteindre prochainement les 99%. Donc, vous voyez l'ampleur des implications que ce type de discours peut avoir pour nos sociétés. Par ailleurs, il serait peut-être possible également, en comprenant davantage le fonctionnement du cerveau, de manipuler les pensées. Donc on utilise aujourd'hui la technique de la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une technique non invasive, qui consiste dans l'application d'une impulsion magnétique à la surface du crâne. Et elle est utilisée notamment pour traiter la dépression, la schizophrénie ou encore les troubles obsessionnels compulsifs. Également, la stimulation magnétique transcrânienne, qui elle est une technique invasive puisqu'on implante une électrode dans le cerveau. Cette technique est aujourd'hui utilisée pour traiter les patients atteints de la maladie de Parkinson. Et elle est également employée pour traiter la dépression sévère et les TOC, uniquement lorsque les patients sont réfractaires à tout autre type de traitement. Également une étude amusante, si je puis dire, qui a montré qu'il était possible de provoquer le rire par la stimulation cérébrale. Donc ces sujets se mettent à rire spontanément et ensuite vont trouver ou confabuler une raison pour leur explosion de rire. Voilà. Mais le déterminant, en tout cas la cause du rire, est une stimulation cérébrale. Donc toutes ces avancées, si je puis dire avancées, posent un certain nombre de questions et ont engendré le développement de ce qu'on appelle les utopies post-humaines, puisque selon certaines personnes, l'homme serait prochainement capable de se fabriquer lui-même et de créer ainsi une nouvelle espèce composée d'êtres hybrides aux capacités augmentées. Donc je voudrais d'abord questionner la validité scientifique de telles affirmations, puisque dans l'état actuel, les découvertes, les résultats sont encore rudimentaires. Néanmoins, on peut commencer à s'interroger. Par ailleurs, si ces techniques se développaient, il y aurait des implications éthiques et juridiques assez importantes, puisque notamment certains arguments ont été avancés. L'argument de la justice distributive, est-ce que toute personne aurait accès à ces techniques d'amélioration cognitive, d'amélioration motrice, etc. Et l'argument de la coercition également, si certaines personnes souhaitaient user de leur droit fondamental d'utiliser par exemple ces techniques, est-ce qu'il ne s'en suivrait pas une forme de contrainte de la société toute entière de s'adapter parce que les personnes qui ne souhaiteraient pas le faire seraient désavantagées? Et c'est notamment la conception de Kevin Warwick, qui est professeur de cybernétique à l'université de Reading, qui nous dit dans Libération en 2002 que ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Voilà, donc ça c'était pour la partie liberté de penser. Donc est-ce que la liberté d'expression étant un droit fondamental, est-ce que la liberté même de penser qui serait à l'origine de notre liberté d'expression ne subit pas aujourd'hui certains affaiblissements? Et je voudrais arriver dans une deuxième partie à parler plus précisément de la question du libre arbitre qui a déjà été évoquée. Donc pour simplement souligner le fait que des expériences, par exemple les expériences de Libet, les expériences de Soon et Haynes qui ont été décrites par Axel auparavant,
montre qu'effectivement, il y a des précurseurs inconscients à nos décisions conscientes. Donc, l'activité cérébrale, d'une certaine façon, anticipe et produit peut-être nos intentions conscientes, ce qui remet en question la conception traditionnelle du libre arbitre en tant que capacité absolue de se déterminer soi-même et d'initier une nouvelle chaîne causale, ce qui remettrait effectivement en question l'idée du déterminisme physique. Et par ailleurs, les expériences de Stanislas Dehaene, par exemple, et de Lionel Nakache ont montré l'influence des perceptions subliminales sur le traitement conscient. Donc si je perçois subliminalement certains mots, cela va modifier la manière dont je vais traiter consciemment, par exemple, d'autres mots qui seront perçus ensuite. Donc tout cela contribue à amoindrir la part de nos processus conscients et donc à remettre en question, à relativiser cette notion de libre arbitre. Le psychologue Daniel Wegner, qui a été cité également, parlait d'épiphénoménalisme de la conscience, c'est-à-dire que la conscience ne serait qu'un phénomène qui s'ajoute aux propriétés matérielles de nos cerveaux, mais qui n'a aucune influence causale sur la façon dont notre cerveau agit par la suite. Donc, en fait, ce qui questionnait plus précisément, c'est le fait que nos intentions conscientes et nos actions aient ce rôle causal qu'on leur attribue habituellement. En réalité, peut-être qu'un module cérébral particulier donnerait lieu à nos actions. Ce même module donnerait lieu aussi à nos intentions conscientes et nous reconstruisons après coup le lien entre intention consciente et action. Mais ce lien ne constituerait pas le lien causal réel. J'ai essayé de montrer que cette théorie de Daniel Wegner n'était pas appuyée par les données empiriques actuellement disponibles. Donc c'est une théorie parmi d'autres, mais si on s'en tient aux données empiriques disponibles, il n'est pas possible d'avoir cette conclusion. Maintenant, d'autres expériences de psychologie sociale qui ont été décrites également, notamment l'article de Nisbet et Wilson qui est paru déjà en 1977, montrait que la plupart d'entre nous n'avons pas conscience des causes de nos choix et que nous reconstruisons des raisons pour nos choix après coup. Par exemple, si on me demande de choisir une lessive et que j'ai mémorisé à l'avance une paire de mots, par exemple, on m'a demandé de mémoriser océan et lune, j'ai plus tendance à choisir une marque de lessive qui s'appelle Marée parce qu'il y a un lien sémantique avec la paire de mots que j'ai dû mémoriser. Par contre, quand on va me demander mais pourquoi vous avez choisi cette marque de lessive, je vais dire mais je connais très bien ce produit, ma mère l'utilise, je ne sais pas, ou toute autre raison. Donc, ces expériences-là montrent effectivement que nous n'avons la plupart du temps pas conscience des causes qui déterminent nos choix. Et c'est pour cela que j'ai tenté une redéfinition du libre arbitre à la lumière de ces avancées neuroscientifiques qui tiennent compte à la fois de ces entrelacs entre processus conscients et inconscients, et de voir exactement comment ces deux types de processus se combinent et dans quelle mesure une forme de libre arbitre est encore envisageable et qui pourrait réchapper de cette menace neuroscientifique. Donc il y a une certaine tension dans la solution que j'ai voulu apporter à ce problème, notamment parce que la conscience serait nécessaire dans certains cas et pas dans d'autres. Donc je voudrais simplement relier ici cette idée à la liberté d'expression. Parfait. Donc premièrement, l'idée selon laquelle il est possible d'accroître notre liberté en prenant conscience de nos déterminismes, c'est une idée qui était présente déjà chez Spinoza et que je reprends en partie à mon compte pour pouvoir s'extraire de ces déterminismes.
Et on parlait hier d'imprégnation de l'éducation parentale, d'imprégnation peut-être de l'école aussi. Comment faire nôtre les règles que nous choisissons. Et pour cela, la prise de conscience serait nécessaire et la liberté d'expression également serait nécessaire pour cette prise de conscience. Donc là, on voit que ce droit fondamental permet la prise de conscience de certains déterminismes qui pourraient rester autrement implicites. Donc, d'une certaine façon, voilà, cette liberté fondamentale est nécessaire pour cette prise de conscience, mais je voudrais souligner aussi l'importance du pouvoir des mots, donc on en parlait hier et ce matin aussi, sur le caractère performatif du langage. Et je pense personnellement que ça ne se restreint pas aux énoncés performatifs au sens habituel, mais que peut-être toute expression a un pouvoir, un certain pouvoir causal qui a des effets. Et puis souligner également donc l'ampleur de ces influences inconscientes qu'on est en train de découvrir. Et la liberté de prise de conscience ne serait que indirecte. Donc il se pose la question des manipulations, de la manipulation, de la propagande et également je voudrais souligner l'importance de l'expression dans l'éthique médicale. Est-ce que les mots, dans certaines circonstances, n'ont pas également un pouvoir de nuisance, puisque c'est la seule contrainte à la liberté d'expression? Et je voudrais pour cela revenir à Mill, qui disait lui-même donc que la seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres et de l'empêcher de nuire aux autres. Donc pour certaines personnes, c'est assez simple de concevoir cette liberté d'expression comme n'ayant qu'une seule limite, celle de ne pas nuire à autrui. Par exemple, il faut protéger la vie privée et la réputation et condamner l'incitation à la violence. Mais en réalité, cette nuisance à autrui constitue une frontière floue, qui ne l'était pas pour Mill. Bon, pour Mill, c'était assez clair que, par exemple, si le critère pour limiter la liberté d'expression est le degré d'offense éprouvé par ceux dont les opinions sont attaquées, l'expérience me paraît démontrer que l'offense existe dès que l'attaque est éloquente et puissante. Ils accuseront donc de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l'embarras. Et il dit également que la plupart des offenses de ce genre, par exemple l'utilisation de sophismes, la suppression de certains faits ou d'arguments, ou bien la dénaturation de l'opinion adverse, sont telles qu'elles sont le plus souvent impossibles à prouver. La loi elle-même peut encore moins prétendre interférer dans ce genre d'inconduite controversée. Et enfin, il dit que le tort que peuvent causer ces procédés n'est jamais si grand que lorsqu'on les emploie contre les plus faibles. Donc là, il y a cette idée d'asymétrie où il montre que la liberté d'expression est d'autant plus importante pour les opinions minoritaires. Mais il dit également qu'il est évident que ni la loi ni l'autorité n'ont à se mêler de réprimer l'une, l'opinion dominante, ou l'autre, une opinion contraire, et que le jugement de l'opinion devrait être déterminé dans chaque occasion par les circonstances du cas particulier. Donc, le caractère de nuisance est ici peu développé. C'est pas très clair en fait la façon dont on peut mettre en pratique cette liberté d'expression qui est limitée par la nuisance à autrui. Et est-ce que le pouvoir politique doit s'en charger ou est-ce que nous sommes réduits à simplement quelques principes éthiques, par exemple l'utilitarisme,
Est-ce qu'il faut s'appuyer sur le critère qu'il faut maximiser le bien-être global et comment l'appliquer, ou bien une forme de casuistique où il faut tenir compte dans chaque cas des circonstances particulières. Et je pense que ces questions éthiques se posent d'autant plus suite aux avancées des neurosciences cognitives et aux nouvelles questions, donc à la fois de bioéthique et de neuroéthique. Et je voudrais simplement terminer sur, peut-être pour susciter la réflexion, une réflexion peut-être encore plus poussée sur ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression et également la liberté de pensée et d'opinion. Sur quelques mots de notre président de séance cet après-midi, Gilbert Autois, donc, qui écrivait en parlant des comités d'éthique, donc des comités d'experts qui se réunissent aujourd'hui pour parler des implications éthiques des sciences contemporaines, que finalement, peut-être qu'il faudrait privilégier une posture pragmatique, puisque les consensus pragmatiques sont extrêmement précieux et même indispensables dans nos sociétés complexes si l'on veut instituer des règles opératoires communes tout en préservant la liberté de penser et la diversité des croyances. Ils garantissent, ces consensus pragmatiques, aussi la possibilité de rouvrir le débat. Un accord pragmatique est sans commune mesure avec un dogme essentialiste ou une norme fondamentaliste qui veut réguler non seulement les comportements, mais encore la pensée. Et également souligner qu'originellement, la philosophie des droits de l'homme est portée par la foi dans le progrès et que les références bioéthiques aux droits de l'homme aujourd'hui montrent que l'on est passé d'une situation d'alliance entre la philosophie des droits de l'homme et les progrès technoscientifiques à une relation beaucoup plus ambivalente et souvent conflictuelle. Et par exemple, les controverses que suscite l'eugénisme et qui vont se poser peut-être encore davantage à l'avenir. Et donc, il faut être prudent et ne pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme ni la philosophie des droits de l'homme n'ont été conçues en ayant à l'esprit les questions qui se posent en bioéthique aujourd'hui. Donc, encore une fois, prendre en compte le contexte et les circonstances particulières de notre époque, pas pour remettre en question la liberté d'expression, simplement pour peut-être renouveler les conditions d'application de cette liberté d'expression pour qu'elle puisse subsister.